Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, donc, nous allons, pour cette séance du cours 201, nous allons regarder plusieurs choses, entre autres. On va faire une correction du mini-test 3. On va également regarder certains éléments sur le fonctionnement de la mémoire en tant que telle, parce que je pense que là, ça va être important de le faire pour mieux comprendre la notion de tableau. Euh, on va parler également de la réorganisation, de peut-être certains éléments d'évaluation on va réajuster pour la fin de la session. Alors, tout d'abord, on va regarder le fameux mini-test numéro 3. Alors, le mini-test numéro 3, je vais passer par-dessus les questions objectives en tant que telles, qui ont été réussies de façon différente. Certains ont mieux réussi que d'autres, évidemment, mais ça, vous êtes capable d'aller voir les corrections. On va se concentrer sur les questions de base, qui sont les questions réellement de programmation ici. C'est-à-dire que c'est bien beau de connaître la théorie qui est exprimée par les questions objectives, mais si on n'est pas capable de faire l'aspect programmation, l'aspect pratique, il y a un problème qui va se dégager de là. Bon, d'abord, on va commencer peut-être par une des questions qui a sans doute été la moins bien réussie finalement, de l'ensemble de l'examen. C'est la fameuse question sur les années bissextiles. Alors, je vais vous partager le texte de la question. Donc, nous avions ici une alternative qui permettait d'identifier de déterminer si une année était bissextile ou non. Bon, ici, j'avais fait une première alternative imbriquée, très complexe, avec des affectations de vrai et de faux dans la variable bissextile. Bon, comme je vous l'ai déjà dit, c'est très rare que l'on ait affecté des vrais et des faux dans des variables booléennes. Souvent, on peut, pas toujours, mais souvent, nous pouvons faire autrement. Ici, ça ne fait pas exception. C'est-à-dire que cette gigantesque alternative aurait pu se simplifier en quelque chose qui ne nécessite pas une affectation. Alors, pour ça, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va aller regarder comment simplifier les choses. Bon, tout d'abord, prenons juste ce morceau-là, ici. Qu'est-ce que nous remarquons? On se demande tout d'abord, on voudrait réduire ça à quoi? Alors, dans un premier temps, j'aimerais éliminer la portion alternative multiple. Être capable de me concentrer sur qu'est-ce qui fait que l'année bissextile est vraie, dans quelle situation l'année bissextile est vraie, et dans quelle situation l'année bissextile, finalement, n'en est pas une. Alors, on va dire que bissextile est faux. Bon. Alors, regardons. Qu'est-ce que ça nous prend? Bon. Tout d'abord, on regarde ici, pour arriver jusque-là, qu'est-ce que ça prend? Alors, je vais essayer de reproduire au tableau un peu le chemin logique qui nous mène à vrai, dans ce cas-ci. Et après ça, on pourra regarder qu'est-ce qu'on fait avec ça. Bon. Bon. Alors, si nous regardons, alors nous avons ici une alternative complexe. Je vais essayer de la reproduire, mais à l'aide d'un arbre de vérité. Alors, tout d'abord, on a une première condition. Est-ce que l'année, quelle est notre première condition qui est là-dedans ici? C'est est-ce que l'année est divisible par 100? Parce que finalement, ici, quand je dis année modulo 100,
égale 0, c'est l'année est divisible par 100. Alors donc, la première chose que je me demande, est-ce que mon année modulo 100 égale 0? Ça, il y a deux possibilités. Ça va être vrai, ça va être faux. OK. J'arrive à une deuxième condition. Deuxième condition qui me dit, est-ce que l'année est divisible par 400? OK. Est-ce que l'année modulo 400 est égale à 0? Et là, il y a deux possibilités. Là encore, ici, c'était vrai. Je suis arrivé là, mais si c'est vrai également, j'arrive ici. Ah, OK. L'année est bissextile. Alors là, je pourrais dire bissextile égale affectation vraie. Bon. Et ici, bissextile affectation faux. Alors, en fait, je vais juste dire, juste pour simplifier notre vie, parce que c'est illisible, sinon, je vais juste dire vrai pour bissextile, faux. Bon. Alors, déjà, on va voir des choses bientôt se dégager. L'autre cas, c'est l'année n'est pas divisible par 100. Hein? Parce que finalement, si j'arrive ici, c'est que ceci est faux. Donc, ça veut dire que le reste de mon année divisé par 100 n'est pas égal à 0. Donc, l'année n'est pas divisible par 100. Qu'est-ce que j'ai? Je me pose la question, est-ce que mon année se divise par 4? Excusez-moi, manque de place. Par 4 égale à 0. Si oui, eh bien, dans ce cas-là, c'est vrai. L'année est bissextile. Sinon, c'est faux. Bon. Alors donc, on voit qu'il y a deux chemins logiques qui me mènent à l'année est bissextile. Il y a celui-là et il y a celui-là. Bon. Ici, on va penser en termes d'expression logique. C'est-à-dire qu'on a finalement, à quoi ça nous sert une expression logique? Ça nous sert à faire des corrections, des calculs, excusez-moi, des opérations sur des valeurs vraies ou faux. Donc, des valeurs qu'on peut simplifier en termes de vrai ou de faux. Ici, on a une expression relationnelle. L'expression relationnelle, quand on la simplifie, ça me donne un vrai ou un faux. Alors, ici, on a finalement deux chemins qui sont nécessaires, deux conditions qui sont nécessaires pour qu'on arrive à ici. Celle-là doit être vraie. Et là, on va avoir envie de dire « et celle-là doit être vraie ». C'est-à-dire qu'on a un premier chemin logique qui me dit « pour arriver là, il faut que ça soit vrai et que ça soit vrai ». Alors donc, je peux déjà dire, j'ai une première situation. OK. Donc, l'année modulo 100 égale à 0 et l'année modulo 100 est égale à 0. Bon. Là, je vous pose une question. Est-ce que ça peut se simplifier? Si l'année est divisée par 400, parce que 100, s'il est divisé par 400, il est forcément divisé par 100. Exactement.
ici, on a finalement qu'il y a une partie de notre expression qui est inutile. Parce que, comme votre collègue a dit, si l'année est divisible par 400, bien, c'est sûr qu'elle est divisible également par 100, par 4, par 20, par... Donc, il y a une foule de chiffres avec laquelle ça devient obligatoirement également divisible. Alors, bon, on va se débarrasser de ce qui est inutile. Donc, mon premier chemin logique, la première chose qui me permet de dire une année est bissextile, c'est ceci. Si j'ai ça, je sais qu'une année est bissextile. Parfait. Bon. Maintenant, regardons mon autre côté. Bon. Alors, nous remarquons ici que pour arriver là, il faut que celle-ci soit fausse et que celle-là soit vraie. Il y aurait plusieurs façons d'écrire ça. Une des façons qu'on aurait, comment on pourrait dire celle-là est fausse? Est-ce que quelqu'un peut me suggérer quelque chose? Comment je pourrais dire, exprimer ceci est faux? Ben, tu mets un point d'exclamation, non, année divisé OK. par 4. Donc, le point d'exclamation nous signifie non. OK. Alors, je pourrais écrire non de ceci. Année modulo 100 égale 0. Donc, quand j'ai écrit cette première petite partie, ici, je dis, donc, si le contraire de ça, alors c'est-à-dire l'année modulo 100 est égal à 0, ça aurait pu être une façon de l'écrire. Est-ce que j'aurais eu une autre façon, peut-être plus simplifiée? Allez, messieurs. Point d'exclamation égal, donc non égal. Ouais, oui, exactement. Alors, nous pouvons également simplifier ça en disant, au lieu de dire non année modulo 100 est égal à 0, bon, alors, c'est sûr qu'en langage informatique, on ferait quelque chose comme point d'exclamation ici. Bon, bien, on n'a rien qu'à le mettre là, notre point d'exclamation. Voilà. Est différent de 0. Alors là, je vais le réécrire. Voilà. Note égale 0. En écrivant ceci, donc, c'est un peu une simplification de non année modulo 100 est égal à 0. Alors, donc ça doit être vrai. OK. Et qu'est-ce qui doit être vrai aussi? Ceci. Donc, l'année doit être divisible par 4. Alors, et année divisible par 4 égale 0. Voilà. Bon. Attendez, je vais juste enlever ça. Je vais réécrire un peu, est égal à 0. Voilà. Et ça devait être. Voilà. Bon. Alors, ici, est-ce que ça se simplifie? Alors, messieurs, est-ce que selon vous, ceci peut se simplifier? Personne ne veut se lancer? D'accord. Moi, je pense que ça ne se simplifie pas. Ça ne se simplifie pas facilement pour l'instant. Donc, je remarque, après l'analyse de mon arbre de vérité, qui est exactement la même chose que l'alternative que je vous ai présentée à l'examen, bien, je remarque que j'ai deux possibilités pour qu'une année soit bissextile. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Bon, bien, je vais éliminer mon arbre pour l'instant, qui ne me sert plus à grand-chose. Je l'ai déjà analysé. Bon. Alors ici, si mon arbre ne me sert plus à rien,
je me reste quand même avec deux expressions. Alors, première expression, bon, j'ai celle-là et j'ai celle-là. Mais là, je vais te dire, je dois aller à retour pour obtenir vrai. Est-ce qu'il est possible que mes deux expressions soient vraies simultanément? Non, parce que s'il est divisé par 400, il est divisé par 100, donc les deux ne peuvent pas être vrais en même temps. Voilà. Bon. Alors, ici, on a donc l'opérateur. Pour faire le lien entre nos deux conditions, nos deux expressions, quel serait l'opérateur idéal dans ce cas-là? Le ou, Absolument. C'est une ou l'autre. Parce que j'ai deux expressions qui me mènent donc à ma solution, qui est l'année est-elle bissextile? C'est ça. Alors, en pseudocode, je pourrais donc réduire ma grosse structure alternative, je pourrais la réduire à ceci. Je pourrais écrire bissextile affectation. Alors, bissextile, c'est une variable booléenne qui est prête à prendre un résultat logique. Je peux lui écrire bissextile, ben c'est bissextile si l'année n'est pas divisible par 100, donc modulo 100 n'est pas égal à 0, et année égale, année modulo 4 est égal à 0, ou année modulo 400 est égal à 0. Alors donc, en pseudocode, c'est ce que ça pourrait se résumer. L'affectation d'une expression complexe, enfin une expression logique, donc, à la variable booléenne. Alors, c'est ça qu'on recherchait ici. Bon. Maintenant, ça, c'est la partie algorithmique. Maintenant, on va regarder en codification. On nous demandait de produire un prédicat. Un prédicat, c'est donc une fonction booléenne. Une fonction qui va recevoir un paramètre ou des paramètres et qui va nous ramener un vrai ou un faux. Alors, on va repasser à l'ordinateur et on va aller regarder comment on peut justement faire cette chose. Alors, je repartage mon écran. Alors, vous avez ici, donc, la présentation de ce qu'on a fait. Et voici maintenant la fonction prédicat que j'attendais. Alors, nous avons quoi? Nous avons statique, bool, est bissextile, int année. Bon, le mot-clé statique, on l'expliquera à la prochaine session. Pour l'instant, bon, prenons-le comme une obligation. Bool signifie quoi le mot bool ici? Il signifie que ma fonction va me retourner une valeur, premièrement, et que cette valeur sera un booléen. Parce qu'on a vu qu'on avait deux types de fonctions, des fonctions qui nous ramènent une valeur et des fonctions qui ne nous en ramènent pas. Les fonctions qui ne nous en ramènent pas sont de type void. Les fonctions qui nous ramènent une valeur, ben là, à ce moment-là, on doit préciser ici le type de la valeur retournée. Un prédicat, c'est toujours bool. Donc,
statique bool est bisextile. Parce qu'habituellement, une fonction prédicat, ça commence soit par le verbe être conjugué, soit le verbe avoir conjugué. Entre les parenthèses, les paramètres dont j'ai besoin. Je n'ai besoin ici que de l'année. Bon. Entre les accolades, bon, ici, d'ailleurs, j'ai vu qu'Avec avait encore ce problème avec la nomenclature. Quand je parle de l'entête de la fonction, je parle de cette première ligne ici. Cette première ligne qui donne finalement le titre un peu de la fonction, qui indique beaucoup de renseignements sur ce qui entre dans la fonction et ce qui sort de la fonction. Et qui donne évidemment le nom de la fonction. Ça, c'est ce qu'on appelle l'entête. Donc, quand je vous demande l'entête, c'est cette première ligne que j'attends. Le corps de la fonction, c'est ce qu'il y a à partir des deux accolades. Donc, la première, le contenu et la deuxième accolade. Alors ici, mon corps de fonction était très simple. Alors moi, c'est un peu à l'inverse de ce qu'on a écrit au tableau, mais dans la mesure que j'ai inversé les positions des deux conditions. Mais si on regarde, on retrouve notre année modulo 400 est égal à 0, ou les deux barres verticales, année modulo 4 égale à 0 et année modulo 100 n'est pas égal à 0. Bon. Ici, d'après vous, messieurs, est-ce que j'ai bien écrit les choses? Est-ce que il n'y a pas un problème de priorité? Est-ce que mon ou ne risque pas de se faire avant mon et? Non, parce que les et sont une priorité sur les ou. OK. Ça, je suis d'accord avec toi, mais j'ai remarqué que ce n'est pas tout le monde qui en est persuadé jusqu'à présent si je me fie aux résultats dans les questions objectives. Il y a donc encore, il faut vous mettre dans la tête qu'il y a un ordre de priorité entre le ou et le et. Et ici, j'ai mis volontairement le ou devant le et pour vous montrer que ça ne change rien. J'aurais pu le mettre de l'autre côté, ça aurait été pareil. Bon. Alors, est-ce que malheureusement, cette chose-là, j'imagine que vous êtes capable d'aller revoir vos examens que j'ai corrigés, mais cette chose-là a été réussie par une personne dans la classe. C'est-à-dire que ça en fait la question la plus échouée de la session jusqu'à présent. Alors, j'espère sincèrement qu'il n'y en aura pas une autre question qui va battre ce record. Alors, ici, c'est dommage parce que je pensais que c'est quelque chose que vous aviez bien travaillé. Alors, ici, il faut donc réfléchir quand il y en a plein qui m'ont simplement mis ça à l'intérieur. Ça arrive qu'on doit faire des choses comme ça, mais ici, c'était vraiment pas nécessaire. Il faut apprendre à simplifier vos expressions. Bon, à utiliser vos outils. Alors maintenant, on va regarder la prochaine question à développement. Celle-là a été plutôt bien réussie par un grand nombre de personnes. Quelques personnes ont encore eu des petits problèmes avec, on va quand même la regarder. Alors, c'était une série. Bon, des séries, vous en aviez fait une dans le laboratoire sur le calcul du sinus. Une série d'ailleurs qui était assez compliquée comparée à celle-là. Celle-là est une série très, très simple. On voit qu'à chaque fois, j'additionne le carré d'une valeur. Ici, c'est 1 au carré. Ici, c'est 2 au carré. Ici, c'est 3 au carré. Ici, c'est 4 au carré. Et je continue. Donc, quand j'ai quelque chose comme ça, je dois d'abord essayer de la repenser. On va retourner au tableau, puis on va regarder un peu comment on pourrait la penser. Après ça, comment la réussir. Alors, effaçons cette petite chose-là. Donc,
Alors ici, lorsqu'on a une telle expression, on va essayer tout d'abord de la simplifier. Notre série, là, on va essayer de la visualiser. Parce que c'est sûr que quand j'ai écrit somme, c'est 1 plus 4 plus 9 plus 16, c'est une vision déjà qui est pratique en mathématiques. On est capable de visualiser ce qu'on a, mais maintenant, on va essayer de la manipuler pour être capable de regarder ça d'un point de vue plus informatique. Alors ici, finalement, la somme, j'aurais pu lui dire c'est égal à 1 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré plus 4 au carré plus, et je continue jusqu'à ce que j'atteigne NB. Bon. Évidemment, ici, ça suppose, dans ce cas-là, NB serait supérieur à 4. Mais bon, si mon NB est égal à 3, j'aurais juste eu les 3 premiers termes, naturellement. Bon, OK. Mais ce que je remarque ici, c'est que dans ma série, j'ai une valeur qui augmente, qui s'incrémente de 1 seulement. Donc, j'ai une espèce de compteur, une valeur qui s'incrémente. OK. Alors donc, moi, je vais essayer de dire, bien, il faut que je prenne cette valeur-là et qu'elle augmente tout le temps. Bon, ça, c'est une chose. Alors donc, je garde en tête que j'ai une espèce de compteur, finalement, qui va aller de 1 jusqu'à NB. Ça, je suis bon pour faire normalement ces choses-là, parce qu'on en a fait beaucoup. Peut-être pas assez pour certains, mais on va se pratiquer. Bon. On voit également que nous avons une addition et qu'on doit cumuler le résultat de cette addition dans la variable somme. Bon. Alors là, je vais essayer de penser à mes affaires 2 petites secondes. Je me dis, ma variable somme, qu'est-ce qu'elle devrait contenir avant que je mette ce cumul? Quelle valeur est-ce que je devrais mettre pour que ma somme, ce qu'il y a dans ma somme, n'influence pas le résultat de mon cumul? Alors, réfléchissez-y. Qu'est-ce que je devrais mettre dans ma somme pour que ce qu'il y a à l'intérieur de la somme n'influence pas le résultat du cumul? Est-ce que quelqu'un a une idée? On pourrait appeler ça une valeur neutre. La somme pourrait être égale à 0. Bon, oui, parce que le 0, c'est la somme. Le 0, c'est la valeur neutre de l'addition. Si je n'avais pas eu des plus ici, mais j'avais eu des multipliés, qu'est-ce qui aurait été une bonne valeur neutre? 1. 1. Hein, parce que le 1, c'est toujours la valeur neutre de la multiplication. Ça, ce que je viens de vous donner, c'est une grande règle. C'est-à-dire qu'on doit toujours essayer d'identifier, lorsqu'on fait une série, comme de cette nature-là, un cumul, est-ce qu'on a affaire à un cumul en addition ou en multiplication? Si c'est en multiplication, bien évidemment, notre valeur neutre, c'est 1. Si c'est en addition, comme ici, notre valeur neutre, c'est 0. Alors, dire qu'on va mettre 0, ça pourrait être une stratégie tout à fait acceptable. Il y aurait eu une autre stratégie, on va la voir plus tard. Mais ça serait pas une stratégie que je qualifierais de mathématique, ça serait une optimisation qu'on pourrait faire plus tard. Alors, regardons d'abord sans l'optimisation. Alors, je commence. Je me dis, bon, ben, qu'est-ce qu'il y a dans ma somme au début? Ben, moi, je vais dire, ben, ma somme, au départ, elle vaut 0. OK. Elle vaut 0, c'est parfait. Maintenant, je dois lui cumuler. Et là, je remarque que je cumule toujours la même chose. Un terme que je suis capable de calculer très facilement par une simple opération mathématique. Bon. Et là, je vois que je dois avoir ma valeur 1 qui va aller de 1 jusqu'à NB.
J'ai donc besoin d'un petit compteur. Mettons que je l'appelle CPT, compteur. C'est un bel acronyme. Je démarre à la valeur 1. Et là, je dois aller jusqu'à NB. Bon, on a déjà fait ça plusieurs fois. Donc, je vais dire, tant que mon compteur est plus petit ou égal à NB, alors je suis parti à 1, je dis tant qu'il est plus petit ou égal à NB, qu'est-ce que je dois faire? Je dois cumuler. C'est-à-dire que je vais donc dire que ma somme, je lui ajoute ce qu'il y a déjà dans ma somme, plus le nouveau terme. Mon nouveau terme ici, j'ai plusieurs façons de l'écrire. Je pourrais dire, par exemple, en pseudocode, j'aurais le droit de dire compteur exposant 2. Ça serait valable en pseudocode. Mais aussi, je pourrais simplement dire compteur multiplié par compteur. Hein? Quand on fait un carré, on n'est pas obligé toujours d'aller chercher la grosse fonction qui fait le calcul de l'exposant. Des fois, une simple multiplication fait le travail. Alors, somme plus compteur fois compteur. Bon, mais là, évidemment, il manque un petit détail encore. Il manque finalement, là, il manque ce qui va me permettre de passer à la prochaine valeur de ma série. Et ici, cette valeur-là, je devais passer de 1 à 2, puis de 2 à 3. Donc, l'écart que j'ai ici entre chaque terme de mon compteur est de 1. Il faut toujours analyser, il faut toujours se poser la question. Est-ce que c'est un écart constant? Est-ce que c'est un écart, ou au contraire, un écart qui va croître, par exemple? Ça aurait pu être une chose qui se produise. Mais non, ici, c'est un écart constant que j'ai. Alors donc, je peux simplement écrire compteur devient mon compteur plus. Alors, déjà, moi, je vous garantis qu'en termes de pseudocode, ce que je viens d'écrire là est valable. C'est quelque chose qui est tout à fait mathématiquement valable. Bon. Maintenant, là, si vous m'aviez mis en informatique, en codification, si vous aviez fait l'équivalent de ceci, c'était déjà un gros plus. Alors, on va essayer juste de le traduire, puis après ça, on va peut-être faire un peu une optimisation. Bon. Alors, on va réfléchir ici. J'ai une boucle tant que. La boucle tant que, ça me permet de représenter deux types de boucles en codification. Quels sont les deux types de boucles qui peuvent être représentés par le tant que? La boucle while et la boucle for. Exactement. La boucle while et la boucle for sont finalement les deux représentations qu'on peut avoir du tant que. On a vu la boucle do while, comme j'ai déjà dit, qui doit être utilisée avec parcimonie, très rarement. Je vais vous dire honnêtement, je ne l'utilise pratiquement jamais. Pas jamais, pratiquement jamais. Tandis que la boucle for et la boucle while sont des boucles qui sont utilisées fréquemment. Vous allez vous apercevoir que la boucle for est même utilisée plus souvent que la boucle while parce qu'on a plus souvent affaire à des boucles à compteur. Donc, des boucles où on sait combien de tours on veut faire. Ici, est-ce qu'on a affaire à une boucle purement conditionnelle ou à une boucle à compteur? Boucle à compteur. Oui, on sait combien de tours. Parce qu'au début, on va nous dire NB. Tant qu'on nous dit que NB vaut 10,
Bien, on sait qu'on va faire 10 tours de boucle. Bon, alors, comme on sait déjà d'avance, on est capable de faire des simplifications. Alors, regardons un peu ce que je vais traduire maintenant comme fonction. Alors, nous allons regarder notre fonction calculer somme. Alors ici, notre fonction calculer somme, on va l'écrire tout simplement. Bon, le mot-clé statique, c'est une obligation. Maintenant, on réfléchit quel est le type de la valeur retournée. Est-ce que c'est un entier? Est-ce que c'est un nombre à virgule flottante? On sait que c'est un entier. Je vais mettre pour l'instant le mot-clé int qui va faire parfaitement l'affaire. Plus tard, on aura le temps de voir, surtout en prochaine session, qu'il y a d'autres types de données qui peuvent être utilisées. Là. Mais il y a d'autres formes d'entiers que le int, mais le int, c'est le plus populaire. Alors donc, statique, int, calculer somme. Alors, calculer somme qui va recevoir NB. NB étant un entier. Donc, je viens de représenter ici l'entête de ma fonction. Déjà, si vous êtes capable de faire ça, moi je suis très heureux parce que vous êtes capable de comprendre finalement que l'entête de la fonction, c'est un peu le guide d'utilisation de ma fonction. Je connais son nom, je sais quels sont les paramètres que je dois entrer et je sais ce que la fonction va me fournir comme type de données. Donc déjà, je suis très heureux qu'on soit capable de manipuler ça. Accolade, je dois avoir ma somme. Alors, ma somme, int somme. Ici, je suis capable de l'initialiser tout de suite à la valeur neutre qui est 0. Ça veut dire qu'on est capable, là ici mon 0, j'ai mis un 0, mais je serais capable de lui donner une signification. Ce n'est pas n'importe quel 0, c'est la valeur neutre. Donc, j'aurais pu créer une constante qui s'appelle valeur neutre de l'addition et la mettre à 0, puis ça aurait été parfaitement valable. Alors, mais ici, bon, par convention, souvent le 0 et le 1, on va les laisser tels quels. Mais ça suppose qu'on comprend ce qu'on fait, par contre. Maintenant, je dois faire ma boucle à compteur. Et une boucle à compteur, je vous ai dit, il faut apprendre à manipuler la boucle for. La boucle for, elle est super, c'est la meilleure des boucles possibles. Mais la boucle for est une boucle, je vous dirais, que les programmeurs utilisent de façon très traditionnelle pour toutes les boucles à compteur. Alors, souvent, ça va avoir l'air un peu bizarre d'utiliser une boucle while en programmation lorsqu'on devrait utiliser une boucle for. Bon, un peu bizarre aux yeux de la communauté des programmeurs. Donc, for. Et là, j'ai besoin de mon compteur. Ce qui est particulier avec la boucle for, c'est que mon compteur, je vais le déclarer ici. Int compteur, point virgule, et autre égale 0, valeur de départ, point virgule. Et là, ben, qu'est-ce que je vais dire? Tant que mon compteur est plus petit ou égal à NB, ça ne change pas, c'était ça ma condition en pseudocode, ça va être ça ma condition en code. Bon. Ensuite, qu'est-ce qui me manque, messieurs? Il y a quelque chose nécessairement qui me manque ici. Il y a toujours 3 parties dans la boucle for. Oui, vas-y. Le plus, là? Le plus. Mais c'est quoi le plus? Regardons, il faut réfléchir. Ici, j'ai l'initialisation de ma variable de contrôle. Ici, j'ai la condition de poursuite. Et la troisième partie, c'est quoi? Ça porte un nom. Je donne un nom à cette chose-là tout le temps. Incrémentation?
Ouais, mais c'est une simplification. Des fois, c'est une incrémentation, mais pas toujours. C'est quoi le terme général, l'expression générale? Hmm. Modification de la variable. La modification de la variable de contrôle, pas de n'importe quelle variable. Hein. La variable de contrôle, il faut toujours la connaître. Ici, c'est mon compteur. Ici, NB n'est pas une variable de contrôle parce que finalement, elle ne change jamais durant la boucle. Hein, c'est juste comme une forme de, entre guillemets, une forme de constante pour ma boucle. Alors ici, je dois toujours avoir trois parties dans la boucle for qui sont l'initialisation de la variable de contrôle, la condition de poursuite et la modification de la variable de contrôle. Cette partie-là va se faire à la fin de la boucle, à la fin de chaque tour de boucle. Alors là, j'entendais, c'est le plus, ouais. Mais comment on va l'écrire? Plus CPT? OK. Bon, j'aime bien parce qu'on met le plus devant. Le plus derrière, c'est inutile. On pourrait le voir, c'est plus compliqué. Puis d'ailleurs, il y a eu une question là-dessus dans l'examen sur l'incrémentation avec le plus et le moins, avec le plus, dépendant où on le positionnait. Puis ça n'a pas été facile pour tout le monde. Alors ici, plus comptable, ça signifie incrémente tout de suite le compteur. Et ça, c'est ce qu'on veut. Alors, j'incrémente mon compteur. Et après ça, qu'est-ce qu'il me reste? Alors là, je vais l'écrire d'une façon un peu lente, un peu longue, je devrais dire, mais on va le réduire tout à l'heure. Alors, somme est égal à ma somme plus mon compteur fois compteur. Point virgule. Ce qui me reste maintenant, c'est de finaliser ma fonction. Normalement, ma somme est correctement calculée à cette étape, mais je dois retourner ma somme. Donc, return somme. Bon, là, le mot-clé return, j'ai vu dans plusieurs codes, pas dans cette fonction-là nécessairement, mais dans d'autres, qu'il y en a qui me mettent 2, 3 returns par fonction. Vous n'avez pas à faire ça. Un return par fonction. OK? Ça, c'est la règle. C'est une règle d'or depuis 50 ans qu'une fonction ne devrait avoir qu'un return. Bon, je dis, c'est une règle, mais évidemment, il y a des situations où on doit faire autrement. Bon, ces situations sont rares et elles n'arriveront pas en première année normalement. Ça serait vraiment surprenant que vous ayez une situation où vous soyez obligé de faire plusieurs returns. Alors donc, si vous avez envie, dans mon cours, de mettre plusieurs returns, retenez-vous à deux mains. OK? Vous allez perdre des points, c'est sûr. Bon. Alors donc, un seul return par fonction, et vous remarquerez que mon return n'est jamais dans une boucle et n'est pas dans un si. Parce que je veux être certain qu'il se fasse, je le mets à la dernière instruction. Et un return permet, messieurs, de retourner combien de valeurs simultanément? De combien de valeurs je peux retourner avec le return? Une? Une seule. Un return, ça peut retourner une valeur. D'ailleurs, il faut dire, on parle de la valeur de retour de ma fonction. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas y en avoir plusieurs. Ce n'est pas les valeurs de retour de la fonction, c'est la valeur de retour de la fonction. Donc, on peut retourner une chose. Par contre, on verra plus tard qu'on peut retourner, c'est vrai, une chose simple, comme un int,
Mais on verra plus tard qu'on peut retourner des choses compliquées aussi. Mais c'est autre histoire. Alors donc, ici, j'ai une première réussite. Tu m'as bien fait ça, là. J'étais heureux, je vous ai donné tous vos points, puis tout le monde était content. Bon. Est-ce qu'on est capable de simplifier ça? Un égale plus dans le for. Bon, on va déjà simplifier l'écriture. Alors, simplifier l'écriture, c'était quoi? C'est au lieu de dire somme est égal à somme plus compteur fois compteur, on pourrait dire que ma somme plus égale compteur fois compteur. Alors là, ici, c'est une simplification de l'écriture, une concision, mais on est tous conscients que ce n'est pas réellement une optimisation. Ça ne va pas beaucoup plus vite, là, ce qu'on vient de faire là. C'est juste que ça va prendre moins de temps à écrire. Et c'est comme ça que ça devrait s'écrire. Bon, alors c'est donc une façon simplifiée de l'écrire. Bon. Le et en plus, bon, on peut penser que le système va être capable d'optimiser des choses là-dessus. À part ça, bon, maintenant on vient d'optimiser mon code. Moi, le code maintenant est suffisamment concis. Comment est-ce qu'on pourrait optimiser le fonctionnement de cette fonction? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? On peut mettre la somme à 1 puis le compteur à 2. Exactement. Vu qu'on sait que de toute façon, mettons qu'on nous dirait que la valeur de NB est strictement positive, donc toujours au moins égal à 1, là, à ce moment-là, on aurait pu écrire ceci et dire, ben, on va partir au deuxième tour. Alors, ça aurait pu être une optimisation possible. Mais évidemment, cette optimisation possible n'est valable que si on est certain que NB est au moins égal à 1. Parce qu'évidemment, si on nous parle NB égale 0, c'est pas bon. Alors donc, ça aurait pu être une possibilité de le partir à 1. Mais si vous avez fait ça, partir à 0, c'était parfait. Retournons à l'ordinateur. Alors, on va partager. Donc, ensuite, alors donc, on voit que j'avais déjà obtenu quelque chose de similaire. Et maintenant, la dernière fonction à développer, la dernière question en développement. Cette question, je ne voulais pas compliquer parce qu'il y avait quand même, il y avait une partie des points qui était vraiment facile, c'était d'aller être capable de dire, je regarde le code, puis j'essaie de trouver l'entête de la fonction. Essayez de comprendre qu'est-ce qui se passe. Bon. Alors, par exemple, on nous demandait le calcul du volume du cylindre. Qu'est-ce que c'est ça? Alors là, je regarde calculer volume cylindre. Je vois que je lui envoie la hauteur et le rayon. Je vois que la hauteur, c'est un float. Je vois que le rayon, c'est un float. Ah. Je vois aussi que la fonction calculer volume cylindre, sa valeur de retour est affectée à volume cylindre. Volume cylindre est un float. Bon. Alors, selon vous, quel est le type de la valeur retournée par calculer volume cylindre? Un float. Mais oui, mais imaginons si j'avais retourné un double, par exemple. Est-ce que ça aurait été bon? Alors donc, allez, messieurs, est-ce que j'aurais pu retourner un double? Non, parce que les valeurs, c'est des floats. Parce que volume cylindre est un float. Si j'avais essayé de retourner un double dans un float, qu'est-ce qui serait produit? Une erreur. C'est ça, ça n'aurait pas compilé.
Donc, ici, moi, ce que je sais, c'est que calcul volume cylindre me retourne un float et qu'elle va recevoir 2 floats en paramètres. Alors, regardons ce que j'ai ici. Statique, float, calculer volume cylindre, float hauteur, float rayon. Alors, ça permet donc de représenter l'entête de la fonction calculer volume. Vous remarquez que j'avais demandé uniquement l'entête. Je l'ai bien précisé. Cette fois-ci, je n'ai pas enlevé de points à ceux qui m'ont mis un quart de fonction. Mais la prochaine fois que je vous demande l'entête et que vous marquez le quart de la fonction, ben oui, je vais vous enlever des points. Parce que vous ne devriez pas faire ce genre d'erreur. Maintenant, regardons afficher volume. Afficher volume, ici, c'est la même chose. On regarde comment elle est utilisée. Alors ici, afficher volume, je vois que je ne mets pas de résultat dans une variable. C'est-à-dire qu'il n'y a possiblement pas de valeur de retour parce que je ne la récupère pas en tout cas. Donc, le type le plus probable pour ma fonction ici, c'est le type void parce que je ne retourne rien. Mais je reçois un volume cylindre qui est un float. OK. Bon. Volume cylindre, statique, void, afficher volume. On voit que je dis, j'envoie le volume et j'ai le type void. Ça, ces 2 points-là, vous aviez 10 points chaque sur l'examen. C'était donné. Maintenant, lire dimension. Là, c'est là qu'il y a eu le plus de difficulté dans la question naturellement. On voit que lire dimension ne reçoit aucun paramètre et me retourne un float. OK. Donc, si je regarde seulement le début de lire dimension, on voit que lire dimension, ça devrait se dire statique, float pour la valeur de retour, lire dimension, le nom de la fonction, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante parce qu'il n'y a pas de paramètres. Bon. Mais qu'est-ce que devait faire la fonction? Bon. Cette fonction devra demander une valeur à l'utilisateur et s'assurer que cette valeur est strictement positive. Alors, je répète, cette fonction devra demander une valeur. Bon. Mais c'est sûr que je vais l'appeler 2 fois. Est-ce que d'après vous, la fonction, elle sait qu'elle est en train de lire une hauteur? Est-ce qu'elle sait qu'elle est en train de lire un rayon? Non. Non, parce que c'est la même fonction dans les 2 cas. Ça doit être la même fonction dans les 2 cas. Bon, je sais, elle n'est pas sympathique, ma fonction. Je n'ai pas envoyé un beau petit message en paramètre. Mais, objectivement, j'ai ici une fonction seulement qui doit être utilisée des fois pour lire la hauteur, des fois pour lire le rayon, et puis j'aurais très bien pu lire une 3e dimension si ça me tentait, et ça aurait été une 3e fois, je vais appeler lire dimension. Bon. Ce qu'on me disait aussi, cette fonction devra demander une valeur à l'utilisateur et s'assurer que cette valeur est strictement positive. Est-ce que quelqu'un peut me décrire en français ce que va faire cette fonction-là? Lire le rayon, puis la hauteur, puis voir si ces La valeurs-là sont fonction va positives. lire 2 choses? Une chose à la fois, mais il va falloir qu'elle lise. Là, oublie. Regarde, là, c'est que tu confonds 2 choses. Tu confonds le contexte d'utilisation, où je vais appeler lire dimension pour lire une hauteur ou lire un rayon, et le contenu de lire dimension. Est-ce que lire dimension, je le répète, est-ce qu'elle sait qu'elle est en train de lire une hauteur? Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a dit non. Alors, on reprend ici.
cette fonction devra demander une valeur à l'utilisateur et s'assurer que cette valeur est strictement positive. Alors là, j'aimerais que quelqu'un me décrive en français ce que fait la fonction lire dimension. Parce que je vais vous dire un secret. Si vous n'êtes pas capable de décrire en français ce que doit faire une fonction, je ne vois pas vraiment comment vous pourriez être capable de la coder. Elle lit la mesure et après ça, elle regarde si elle est positive, puis quand elle est positive, elle la retourne. OK. Et si elle n'est pas positive, qu'est-ce qu'elle fait? Elle la redemande. Et qu'est-ce qu'elle fait après avoir redemandé la valeur? Elle la lit à nouveau. Oui, après ça? Et après ça, elle recheck si elle est positive. Oui. Puis si elle ne l'est pas, il leur demande. OK. Donc, elle va redemander peut-être plusieurs fois. C'est ça que tu es en train de me dire. Ouais. OK. En programmation, en algorithmie, est-ce qu'on a vu une structure qui nous permettait de faire plusieurs fois quelque chose? Ouais, Une boucle. Une boucle, hein? Bon. Je dis ça, c'est parce qu'il y en a qui m'ont fait la fonction lire dimension avec un si. Qui m'ont dit, je vais lire la valeur, puis si elle n'est pas bonne, je vais aller la relire. Mais qu'est-ce qui arrive à ce moment-là si la personne donne à nouveau une mauvaise valeur? Bien, ça ne marche pas. Lorsqu'on veut faire une validation de lecture, on doit nécessairement passer par une boucle. Si on souhaite redemander la valeur à l'utilisateur. Parce qu'il y a une chose qu'on ne peut pas présumer, c'est du nombre de fois qu'un utilisateur va se tromper. L'utilisateur peut se tromper 50 fois s'il est un peu tâtant. Mais ça n'a pas d'importance parce que notre code à nous doit être capable de le prendre. Alors, regardons ce qu'on a. Static float lire dimension, c'est mon en-tête. Float dimension, parce que je vais lire une dimension. Je ne lis pas une hauteur, je ne lis pas une largeur, je ne lis pas un rayon, je lis une dimension. On verra plus tard comment les autres vont l'interpréter. Ici, on me dit c'est une valeur strictement positive. Là, ça veut dire quoi pour vous, strictement positif? Plus grand ou égal à 0. Ah, plus grand ou égal à 0. Non. Ça, c'est strictement positif, c'est nécessairement plus grand que 0. OK? Alors, c'est pour ça que si vous entendez ça, je pensais que vos profs de maths vous avaient habitué à cette notation-là, mais strictement positif, c'est plus grand que 0. Alors, il y en a qui ont perdu un point ou deux ici. Alors donc, veuillez entrer un entier strictement positif. Là, je vais le lire. J'ai marqué un entier, vous m'excusez, ce n'est pas un entier, c'est un réel. Strictement positif. Après ça, je vais le lire à nouveau. Là, je le lis et je regarde. Tant que une certaine condition est vraie, je vais faire quelque chose. Ma condition ici, ça doit être une condition qui doit être vraie dans quel cas? Vrai si le nombre est strictement positif ou si le nombre n'est pas strictement positif. Quand le C'est nombre sûr. n'est pas strictement positif. Exactement. Ça, c'est une erreur fréquente de dire, je vais mettre la condition qui va montrer que le nombre est vrai, est bon. Non, non, il faut une condition qui montre que le nombre n'est pas bon. Parce que dans la boucle, on veut y entrer uniquement si on est en erreur. Alors donc, tant que le nombre n'est pas bon, je vais faire quelque chose. Alors ici, mon nombre n'est pas valable s'il n'est pas plus grand que 0, donc s'il est plus petit ou égal à 0.
S'il est plus petit ou égal à 0, je vais envoyer un message d'erreur et lui demander ensuite d'écrire à nouveau mon fameux réel strictement positif. Et je vais relire. Et ça, je vais faire ça à vitam aeternam tant que l'utilisateur va se tromper. À la minute où il va comprendre ce que j'attends de lui, je vais retourner la dimension. Est-ce que ça va, messieurs? Oui. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Des questions sur les questions qui ont été abordées, sur ce qu'on a abordé jusqu'à présent aujourd'hui? OK. Alors, je vais vous proposer, avant de changer d'activité, parce que je veux vous donner une pause à un moment donné, puis je ne veux pas la donner au milieu de quelque chose d'important. Donc, je vous propose tout de suite de prendre une pause d'une dizaine de minutes et on se revoit donc environ vers 11h05. D'accord tout le monde?